tous. Donc, l'IUT est heureux de vous accueillir ce soir, hein, dans le cadre de la Fête de la Science, pour une conférence qui est largement d'actualité, puisque cette conférence, c'est changement climatique, comment favoriser donc, le passage à l'action, l'engagement collectif ou individuel. Donc, c'est une thématique porteuse, on en parle beaucoup, elle est nécessaire, on a vu ces derniers temps. Donc, on va commencer donc, cette présentation par un premier intervenant. Donc, Madame Magali Bailly, donc, qui est conseillère donc, en efficacité énergétique au niveau donc, de l'agglomération du Grand Longwy. Et elle fait partie donc, de France Rénov'. Madame Bailly va avoir le plaisir de nous parler donc, des écueils du propriétaire pour réhabiliter son logement. Donc, tout un programme. Bon, Magali, à toi. Merci. Bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc, effectivement, le passage à l'acte du propriétaire peut être plein d'écueils. Mais avant d'en faire la liste, on va voir, je vais vous présenter déjà le service dans lequel je travaille, c'est le pôle environnement au sein de l'agglomération de Longwy, et puis le service plus précisément de France Rénov'. Ensuite, la question pourquoi réhabiliter son logement, même si on a tous les réponses en tête, les détailler, les principes et comment le faire vont être ensuite abordés. Donc, l'agglomération du Grand Longwy est la deuxième intercommunalité de la Meurthe-et-Moselle, et Longwy est une zone très attractive de toute façon, comme on le sait, et le territoire est assez prisé. Alors pour ou contre par rapport à la proximité du Luxembourg, ça c'est autre chose, mais par rapport à l'intercommunalité, donc le service pôle environnement est un service qui à la fois propose aux habitants tout ce qui peut concerner les déchets, mais il y a le plan climat et l'énergie territoriale aussi qui est animé par une chargée de mission qui aborde tous les thématiques patrimoniales, agriculture, énergie, mobilité, etc. Et France Rénov' s'inscrit dans ce pôle environnement pour l'accès, pour le service aux particuliers plus précisément, puisque je vais être la porte d'entrée des 63 000 habitants de la communauté d'agglomération pour la rénovation énergétique. Et notre vice-présidente qui est ici, Madame Edith Collin, nous soutient bien sûr dans toutes les activités qu'on peut mener sur le territoire. Donc les enjeux globaux, bien sûr, sont évidents. Maintenant, on en entend tous parler tous les jours à la radio. On voit que, de toute façon, les effets des fontes des glaciers, de la montée des eaux, des inondations ou au contraire des zones qui se désertifient, la plupart des choses sont bien amplifiées, en fait, même si ça a toujours existé. On voit que la mousson au Pakistan, le mois dernier, a mis sous les eaux un tiers du pays. C'est parce que un phénomène naturel évident et récurrent tous les ans a été amplifié par un dérèglement climatique qui n'est plus à nier. Par rapport aux enjeux locaux, le territoire est vulnérable parce que nous sommes à 400 mètres d'altitude et on a un climat assez continental qui peut donc avoir des températures très froides l'hiver et monter assez chaud l'été. Donc les enjeux locaux par rapport à l'habitat, c'est de se prévenir
se prémunir de ces différences de température et essayer d'avoir ni trop chaud l'été, ni trop froid l'hiver. Et cela bien sûr sans dépenser trop d'énergie, donc de facture pour se chauffer l'hiver ou pour se rafraîchir l'été. Puisqu'on sait qu'en 2003, la facture électrique nationale a été surtout émise et considérée l'été par rapport à la canicule qu'on a eue en 2003, beaucoup plus que par rapport au froid de l'hiver. Voilà, donc les engagements environnementaux de la collectivité, ce que je vous expliquais, la stratégie territoriale avec les 20% d'émissions de gaz à effet de serre du transport routier, mais en deuxième partie, les émissions dues de gaz à effet de serre dues au logement et qui sont donc en deuxième point. Alors, quelles actions pour lutter contre la précarité énergétique et accentuer la sobriété? Donc, l'une des particularités donc, du service Pôle Environnement est de transformer et aider à la transformation, à la conversion du chauffage domestique au fioul, au gaz, avec une convention avec GRDF. Bon, donc là, les autres projets, je vais passer. Il y a quelques actions d'épanouissement. Voilà, il y a un programme national de renouvellement urbain. Vous avez tous vu donc, les maisons neuves au quartier Voltaire. Il y a donc effectivement tout un aspect de réappropriation de l'urbain. Donc le service aux particuliers, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment apporter un service pour informer le particulier de façon totalement autonome, indépendante, gratuite et neutre, comme la charte de l'ADEME, qu'on suit toujours, même si ce n'est plus l'ADEME qui porte nos postes. On conseille bien sûr objectivement les particuliers sur la meilleure façon de rénover leur maison. On oriente parfois vers d'autres organismes partenaires. Vous avez les ADIL, Agence départementale d'information sur le logement, quand il y a un conflit entre locataires et propriétaires, mais aussi les CAUE, les centres d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement, qui peuvent être force de proposition quand il y a des problèmes structurels sur des logements. Et puis les centres d'amélioration du logement SOLIA qui peuvent, avec Octave, encore un autre organisme, qui peuvent donc avoir d'autres propositions encore de techniques, plus techniques, pour faire les rénovations. Donc on anime aussi des foires, des salons ou des animations comme ce soir. Et voilà, ce week-end par exemple, il y a la foire bio de Gorcy et je tiendrai un stand effectivement pour l'environnement. L'entrée est totalement gratuite. Si vous avez quelques heures à passer à Gorcy, ça peut être intéressant. Voilà, donc on parlait de partenaires. Et bien sûr, on a en partenariat l'IUT avec qui on propose de recevoir des stagiaires, comme on a eu cet été une stagiaire de deuxième année de début BUT maintenant, pardon. Voilà, et bien sûr on est main dans la main avec tous les artisans du secteur parce qu'ils doivent être reconnus garants de l'environnement. Le RGE est une labellisation qu'il est important pour eux de passer, mais ça veut dire qu'ils sont 3 jours hors des chantiers pour être dans leur structure ou syndicat ou autre pour se former. C'est payant et voilà, c'est assez important. Nous on les aide par rapport à certaines choses administratives comme pour que les devis soient corrects, qu'il y ait tout de noté, parce qu'il y a des exigences précises, hein, comme de dates, de sirettes, de précision, de résistance thermique ou autre à noter sur le devis. Et ça, il faut qu'on fasse très attention pour notamment demander les aides. Voilà.
Alors il faut savoir que depuis 1974, enfin 73 pour le premier choc pétrolier, donc, et 74 pour la première réglementation thermique, c'est parce que le chauffage devenait cher qu'on a pensé à isoler nos maisons. Et c'est parce que aussi on a eu l'habitude, à partir de l'après-guerre, de quitter nos manteaux ou autres quand on rentrait chez soi, qu'on a pensé à chauffer, etc. Parce qu'avant, effectivement, bon, il y avait peut-être un foyer, mais quand on regarde des tableaux du Moyen-Âge ou autres, ils sont devant un foyer, mais avec des gros manteaux, des gros châles. Donc, c'était pas... ils rentraient dans les maisons ou les foyers, mais ils ne se déshabillaient pas comme on peut le faire. Donc, aujourd'hui, la moyenne française du parc existant a besoin de 240, alors je vais vous épargner la mesure, mais 240 calories pour être correctement confortable dans sa maison. Mais la moyenne de la région Grand Est, elle est de 371. Donc, calories. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus, on a vraiment des gros besoins, et ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire sur nos logements pour qu'ils soient beaucoup plus sobres en énergie. Et hier encore, avec la réglementation thermique de 2012, on construisait des maisons neuves avec 50 kWh par mètre carré par an, donc 50 calories de besoin pour être confortable dans la maison, parce qu'il y avait de l'isolation, d'étanchéité à l'air, etc. Mais depuis la réglementation environnementale 2020, comme on dit, donc la RE 2020 qui a été mise en place cet été, donc 2 ans après, le neuf est à moins de 15 kWh par mètre carré par an. Donc on est de plus en plus à vouloir réduire la part du chauffage dans nos logements neufs. Ça veut dire que pour la rénovation, il faut aussi réfléchir et faire pour que la rénovation aille aussi vers moins de calories. Et on dit qu'une rénovation basse consommation, elle est aux alentours de 100-104 kWh par mètre carré par an, donc 104 calories. Donc par rapport à 50 pour les anciennes maisons neuves, vous voyez, ça fait à peu près, pour notre secteur à nous, 2 fois plus de besoins quand même, quoi. La facture des ménages, alors on voit la grosse part verte, en bas à droite, c'est plus de 50% des factures annuelles des ménages qui sont octroyées pour le chauffage. L'eau chaude est à 17 par exemple, tout ce qui est électroménager, petit électroménager et autres, c'est une vingtaine de pourcents, et la cuisson est à 6. Donc le chauffage, comme je vous dis, si on baisse de 371 à 104, c'est possible, hein, mais ça a un certain coût, c'est tout, mais ça peut être possible, il faut trouver les artisans et les budgets. Voilà, on peut arriver à faire baisser la part du chauffage des ménages. Donc avec un système de chauffage au fioul, cette tendance, bien sûr, va en augmentant, même si on essaie de faire des efforts et des économies. La solution, ce serait donc la démarche Négawatt. Négawatt est une association qui s'est même constituée en institution depuis 20 ans maintenant, et c'est une association qui réfléchit depuis la fin des années 90 sur, sur un schéma qui permettrait justement d'avoir, au lieu d'avoir la tendance qui est presque exponentielle, enfin qui est vraiment la tendance si on ne fait rien, qui continue à augmenter, commencer par de la sobriété, faire de l'efficacité énergétique en deuxième temps, et seulement après avoir recours aux énergies renouvelables pour avoir la tendance qui baisse. Alors, en sachant que la sobriété, comme on dit, alors c'est pas une sorte d'efficacité énergétique, c'est pas vrai, comme on l'a entendu récemment, c'est vraiment supprimer les gaspillages qui peuvent être absurdes, coûteux, et c'est donc pour un logement optimiser l'enveloppe et les usages. En deux, donc l'efficacité énergétique, c'est vraiment réduire le plus possible les pertes lorsqu'on utilise ou transforme l'énergie. Donc c'est voir pour que les chaudières
frigo, machine à laver, la vaisselle ou le linge, etc. Et un meilleur rapport énergétique avec des appareils qui sont A++, qui sont économes en énergie comme en eau. Et enfin, le recours aux énergies renouvelables, voir si un chauffe-eau solaire individuel peut être pertinent parce qu'on est bien orienté et qu'on a une grosse famille avec des ados qui se lavent tout le temps, parce que ça peut aussi se brancher sur des appareils lave-linge, lave-vaisselle, comme ça on économise la résistance thermique qui chauffe l'eau pour laver le linge par exemple, parce que le petit moteur qui entraîne la fin d'un cycle pour l'essorage ne va pas être consommateur de beaucoup d'énergie par rapport à une résistance thermique qui là va beaucoup avoir de besoin. Donc si on apporte d'emblée de l'eau chaude, la résistance va pouvoir se reposer et ne consommera pas. Voilà, alors après l'installation de photovoltaïque, l'installation de biomasse, c'est ou de géothermie, c'est aussi du cas par cas, par le fait. Pourquoi on parle d'isoler les logements? Ben voilà une maison standard où on voit que 30% des déperditions peuvent passer par la toiture, 20% par tout ce qui est renouvellement d'air. Vous pouvez, pareil, 25 à 30% par les murs et 10% aussi par le plancher bas, le sol, si on est sur une cave, un garage, même enterré, ça peut être très déperditif. Il y a aussi les petits points auxquels on pense beaucoup moins, les 5% de pont thermique. Les fenêtres auxquelles on dit toujours « Ah, je viens pour changer mes fenêtres parce que j'ai froid », bah oui, c'est que 13 à 15% de déperdition, mais c'est vrai que comme on est souvent à côté de sa fenêtre pour lire, travailler ou autre, et que le chaud a tendance à aller vers le froid, c'est notre chaleur qui est aspirée par la fenêtre et qui nous fait frissonner. Donc c'est pour ça qu'on pense tout de suite à vouloir changer nos fenêtres, mais parfois c'est peut-être juste de l'étanchéité à faire. Et donc voilà, l'isolation est de toute façon importante. Alors, il ne faut pas se tromper quand on veut rénover, effectivement. Alors bien sûr, se tourner vers un conseiller. Alors l'artisan qui doit être RGE, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas que pour bénéficier d'aide, c'est parce que à partir du moment où il est RGE, qui veut dire reconnu garant de l'environnement, ça veut dire qu'il a été sensibilisé à la globalité de votre logement. Et vous allez voir un chauffagiste en lui disant ben, je veux changer ma chaudière, et s'il arrive chez vous, il va peut-être vous dire, un artisan qui a été sensibilisé à ça, il peut vous dire avant de changer la chaudière, on va peut-être isoler les combles, parce que c'est par là que toute la chaleur de votre chaudière part, et vous verrez la différence après, et seulement après on verra s'il y a toujours besoin de changer la chaudière, parce qu'une chaudière qui peut être suffisamment dimensionnée, même si on fait de l'isolation. Alors il faut trouver le bon créneau, et ça c'est aussi le rythme et avec lesquels les différentes aides publiques peuvent s'accorder, parce qu'il y a des aides qui vont mettre plusieurs mois parfois à se mettre en route, et l'artisan n'a pas forcément le temps d'attendre. Enfin voilà, il faut voir aussi par rapport à la globalité d'un projet pour bien faire rythmer les différentes choses ensemble. Et bien sûr, le nerf de la guerre, réunir le budget total avec les banques qui sont de plus en plus frileuses. Je le ressens beaucoup quand les particuliers viennent me voir. Et il y a des projets qui ne se font pas parce que les banques ne suivent pas, parce que les aides, il faut les avancer. Donc il faut pouvoir avancer 10-15 000 euros d'isolation thermique par l'extérieur, quand on sait que la subvention va n'arriver que 2-3 mois après. Voilà, il faut pouvoir... voilà, il y a des tiers financements qui existent sur d'autres lieux. C'est vrai que c'est quelque chose auquel il faudrait pouvoir réfléchir et mettre en place.
Donc là, je vous ai mis c'était un peu pour illustrer, mais je vais vous la réexpliquer. On a parlé tout à l'heure donc des besoins en calories, je vous parlais de 371, et vous voyez que c'est la moyenne des maisons qui sont en F, mais comme c'est qu'une moyenne, il existe aussi donc des maisons, logements, appartements, copropriétés qui sont en G, donc qui ont besoin de plus que 450 kWh par mètre carré par an de calories pour être confort l'hiver. Et les maisons futures en bleu vers la gauche, là, parce que c'est BEPOS, ça veut dire bâtiment à énergie positive, c'est-à-dire que les maisons seront suffisamment isolées et avec un panneau solaire ou un chauffe-eau solaire individuel ou de la géothermie, elles pourront être à énergie positive, c'est-à-dire avoir plus d'énergie qu'elles n'en consomment. Bon. Ça existe déjà, mais ça va être compliqué à multiplier, mais on y croit. Hein. On y croit. Voilà, donc là, si vous voulez voir, on est là en rouge, c'est la moyenne française, en jaune, donc entre le E et le B, c'est la RT 2005, la maison BBC, la RT 2012, et là, donc on est à la RE 2020, c'est au-dessus du A et en bleu, quoi, donc maison passive et BEPOS. Donc les contraintes, il y a deux maisons, même deux maisons microliennes, elles ne sont pas pareilles parce qu'elles ne sont pas, même si elles ont été construites à la même époque, elles ne sont pas orientées de la même façon. Donc les contraintes, c'est l'âge de la maison, son orientation, sa compacité. Il y a tout ça qu'il faut voir. Une maison cubique va être beaucoup plus simple à isoler qu'une maison avec une avancée, avec un beau window, etc. Enfin, ça fait partie des contraintes. La deuxième, bien sûr, c'est, comme je disais, les revenus et la composition du foyer. L'aide principale qui s'appelle Ma Prime Rénov détaille 4 standards de foyer, si je puis dire. Donc les très modestes, les intermédiaires et les hors plafond. Et voilà, ça va déterminer quelquefois à 100 ou 200 euros près une catégorie ou une autre. Et ben, on n'aura pas la même chose, par exemple pour l'isolation thermique par l'extérieur. On a les très modestes en 75 euros du mètre carré, plafonné à 100 mètres carrés, donc ça fait sur 7500 euros, pas plus. Et les hors plafond, ils ont que 15 euros du mètre carré, toujours plafonné à 100 mètres carrés, donc 1100 euros. 1500 euros, pardon. Donc, si ils ont au moins 100 mètres carrés à rénover. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée. Ça peut être aussi un frein à l'acte, au passage à l'acte. Les matériaux initiaux de la maison ancienne en pierre ne va pas s'isoler de la même façon qu'une maison en aglo. Et malgré l'épaisseur de la maison en pierre, il faut voir quand même à mettre soit un petit mélange chaud-chanvre pour adoucir surtout les parois au nord, l'effet qui peut être froid de la pierre. Le télescopage de certaines ailes entre elles, comme je disais tout à l'heure, effectivement, il y a des ailes qui vont mettre plus longtemps à arriver et d'autres à être acceptées, pardon, et d'autres qui vont mettre plus de temps à être versées. Donc voilà, il faut faire la part de chacun. La durée et la charge de certains travaux aux impératifs insurmontables. C'est vrai que les isolations thermiques par l'extérieur sont des choses très très intéressantes quand on les a faites, mais qui peuvent être rédhibitoires pour un foyer qui a peu de moyens et qui n'a pas d'aide financière pour le reste à charge. Et voilà, et le coût de toutes les prestations, parce qu'il y a des prestations, quand vous faites de l'isolation justement thermique par l'extérieur, il faut déplacer les descentes d'eau, de pluie, pardon, merci les chéneaux. Voilà, il faut faire venir Enedis pour déplacer les fils électriques. Moi j'ai vu des
d'isolation, ils ont fait ils ont fait un joli cube et puis ils ont laissé le branchement sur la façade d'avant et puis ils ont fait voilà, un joli trou. Enfin voilà, donc c'est un beau pont thermique sur la façade toute neuve. Voilà. Donc les aides financières, je vous ai expliqué un peu ma prime rénov'. Ma prime rénov' Sérénité, c'est une aide financière pour les très modestes et les modestes qui veulent faire au moins 2 à 3 travaux conséquents. Donc, parce que même pour les très modestes, les combles et les planchers bas, donc les plafonds de garage, cave, etc., ne sont pas pris en compte. Il n'y a aucune aide de ma prime rénov' si on fait que ces travaux-là, parce que c'est considéré comme des parois qui donnent sur des locaux non chauffés. Donc il n'aide les parois que qui donnent sur l'extérieur. C'est pour ça que vous avez une maison qui donne sur une grange, mais la paroi qui donne sur la grange ne sera pas isolée, ou alors c'est vous qui l'isolez quand même, mais vous n'aurez pas d'aide dessus. Voilà, donc voilà, il faut bien faire attention à cette petite particularité. Alors il y a quand même d'autres aides. On l'a fait fiscalité TVA 5.5, c'est pareil, pour l'instant c'est pour les travaux plus les travaux induits. Jusqu'à quand? On voit des textes qui passent. Voilà. Alors les C2E, qui donc sont les certificats d'économie d'énergie, sont des subventions qui sont données par les obligés. Les obligés, ce sont donc les entreprises qui sont obligées depuis 2005 et la loi POP de faire des économies d'énergie. Donc à partir du moment où elles ont fait des économies d'énergie déjà de façon intrinsèque sur leurs bâtiments à eux-mêmes, leur logistique, leur mobilité, etc., ils aident donc depuis plus de 10 ans les particuliers à faire, quand ils font des économies d'énergie, ils donnent des subventions complémentaires. Alors il y a des prêts bancaires, l'éco-prêt à taux zéro et le prêt livret développement durable. Donc ça c'est à négocier avec les banques. Mais alors là ces derniers temps ils demandaient des choses complémentaires, enfin supplémentaires, des exigences qui étaient parfois coûteuses. Donc il faut vraiment négocier fort avec sa banque. Et donc au sein de l'agglomération du Grand Longwy, on a pour l'isolation thermique par l'extérieur, la possibilité de demander l'aide du fil bleu. Mais c'est selon les communes qui adhèrent à cette subvention, toutes ne sont pas adhérentes sur les 21 communes. Et au sein de ces différentes communes, il y a des rues qui ne sont pas prises en compte par rapport à certaines communes. Donc il faut vraiment demander à l'amont si la maison dans laquelle vous habitez est concernée ou pas. Voilà, donc comme là c'est la fin de mon PowerPoint depuis plus de 10 ans. Et j'ai toujours mis ça, l'énergie la moins chère et la moins polluante, est celle que l'on ne consomme pas. Et voilà, si vous avez des questions, merci de votre attention. Merci Magali pour cette présentation, donc pleine de chaleur. Alors donc, soirée très féminine, puisque maintenant je vais passer la parole à Madame Amandine Rezano-Garcia, qui est donc responsable du pôle patrimoine je m'arrête si je dis une bêtise, du pôle patrimoine de la communauté de communes de Dampé-d'Espincourt, et qui va avoir le plaisir de nous parler d'un problème... Ah, je crois que les questions c'est à la fin. C'est à la fin, mais effectivement, je pense que la présentation de Magali va sans doute entraîner pas mal de questions, et donc vous aurez l'occasion effectivement de tous les poser à l'issue des différentes présentations, c'est peut-être plus simple. Qui va donc avoir le plaisir de nous parler de la rénovation énergétique et de la consommation d'énergie dans les bâtiments publics. C'est bien ça. Bon, ben voilà, donc Amandine, tu as la parole. Donc, bonjour à tous, comme l'a dit Pascal, donc, je m'appelle Amandine Rezano-Garcia et je suis responsable du pôle patrimoine à la Codecom de Dampé-d'Espincourt. Je suis aussi enseignante associée à l'Université de Lorraine et je fais des cours
à l'université sur la partie énergétique des bâtiments. Donc je vais vous présenter ce soir un peu tout ce qui est changement climatique, le passage à l'acte du coup sur les actions collectives, donc essentiellement sur la rénovation énergétique et la consommation énergétique dans les bâtiments publics. Donc je vais commencer par un petit contexte au niveau de tout ce qui est climat, donc un petit peu tout ce qui est changement climatique. Donc ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a au niveau de l'évolution de la population mondiale, on a sur ces dernières années une très forte évolution de la population mondiale. Donc, du coup, étant donné qu'on a une forte évolution de la population mondiale, on a forcément une évolution des besoins en énergie qui augmente. Donc, on est passé des années 1958 avec une demande énergétique d'environ 0,65 TEP par habitant, donc c'est tonnes équivalent pétrole. Et en 2030, on évalue à 1,9 tonnes équivalent pétrole par habitant au niveau de la consommation énergétique. À savoir qu'on a aussi une tendance en fait d'augmentation de la population qui fait que plus on a de la population, plus on a des demandes énergétiques importantes et moins on arrivera à fournir si on reste sur une situation qu'on a à l'heure actuelle. Donc ces tendances, elles sont aussi visibles au niveau de la France. On a aussi une tension qui commence à arriver au niveau des données et des consommations énergétiques. Donc ce que vous pouvez voir ici, c'est la consommation mondiale de charbon, de pétrole, de gaz et de nucléaire sur la consommation énergétique mondiale par rapport au nombre d'années. Donc on voit qu'au départ, dans les années 1800, la consommation énergétique, elle était essentiellement due à du charbon. Et on va avoir arrivé à la fin des années 1900 à avoir une consommation en fait, qui commence à avoir un mixte énergétique, donc de charbon, de pétrole, de gaz, de nucléaire. Et donc, ce graphique-là, il s'arrête dans les années 2005 avec des consommations qui cessent d'augmenter. Donc, les évolutions des réserves en pétrole, en fait, elles ne sont pas infinies. C'est une énergie qui est non renouvelable. Donc, on a un stock de pétrole qui est disponible et l'exploitation à l'échelle humaine fait qu'au fur et à mesure, on diminue nos stocks disponibles de pétrole en l'utilisant pour le chauffage, pour le carburant, pour se déplacer et même pour se chauffer. Et donc, on a des évolutions en fait, de consommation de pétrole qui tend à augmenter alors que la réserve, elle tend à diminuer. Donc à un moment donné, on va avoir une confrontation entre la possibilité d'utiliser le pétrole et la réserve qui va nous rester. Donc au niveau du contexte climatique, on voit qu'en fait, le contexte climatique, il est dû à deux éléments particuliers qui sont corrélés tous les deux. La température à la surface de la Terre et la concentration en dioxyde de carbone. Donc ce qu'on peut voir ici sur la courbe, c'est que la température a commencé à augmenter exponentiellement à partir des années 2000 et on a en même temps la création de tout ce qui est dioxyde de carbone à cette même période avec une augmentation exponentielle. Donc on peut dire qu'en fait, la température à la surface de la Terre, elle est bien corrélée à la concentration en dioxyde de carbone présent dans l'atmosphère. Donc, les niveaux d'émission de CO2, ils sont acceptables pour le moment, mais si on regarde et si on veut stabiliser ce qu'on a à l'heure actuelle, c'est déjà trop tard, puisqu'en fait, tout ce qui est CO2 est stocké dans l'atmosphère et quand vous consommez et quand vous produisez du CO2 dans l'atmosphère, le CO2 reste stocké dans l'atmosphère. Une molécule de CO2, elle fait à peu près le tour de la Terre, de son lieu de production jusqu'à son lieu de stockage en à peu près un an. Ça veut dire que là, à l'heure actuelle, la France, elle commence en fait à diminuer son niveau d'émission de CO2, mais si les pays voisins et si tout le monde ne se met pas
en ordre de bataille pour diminuer le niveau d'émission de CO2, en fait, ça ne servira à rien. Il faut vraiment que ça soit un effort collectif qui permette, en fait, de diminuer le niveau d'émission de CO2 total de toute la planète. On a des niveaux qui ne cessent d'augmenter, et surtout sur les pays qui sont en pleine émergence, puisque les niveaux de CO2, en fait, augmentent dans ces pays-là, qui sont en pleine voie d'expansion, et donc commencent, en fait, leur industrialisation, ce que nous, on avait fait il y a quelques années. Donc, en fait, les niveaux de CO2 commencent à diminuer chez nous, mais à augmenter dans certains pays. Ce qui fait qu'en fait, on n'arrive jamais à stabiliser ce niveau de CO2. Alors, vous allez me dire, j'ai parlé que du monde pour l'instant. Ce qui nous intéresse, c'est aussi ce qui se passe dans la région Grand Est. Donc là, vous avez une cartographie de la région Grand Est et des consommations énergétiques finales à climat réel en 2019 dans la région Grand Est. Et ce qu'on peut voir, c'est que déjà dans notre région, on a une consommation énergétique qui est très différente. Donc suivant le département dans lequel on se situe, ou suivant aussi dans quelle région, dans quelle ancienne région on se situe. Donc la contribution du Grand Est dans la consommation énergétique, elle est importante. On a une consommation énergétique par habitant en France de 25 MWh, et en Grand Est, on est à beaucoup plus, on est déjà à 33. Donc on est assez des mauvais élèves au niveau de la contribution en consommation énergétique. Mais ça peut aussi s'expliquer du fait qu'on se situe en fait sur la partie nord de la France, et donc on a un besoin énergétique beaucoup plus conséquent pour se chauffer. Et donc par rapport à la part de consommation énergétique dans le Grand Est en énergie finale, on représente à peu près 11% de l'énergie qui est consommée en France en 2019. Donc il y a différents secteurs qui consomment, donc c'est à peu près les mêmes secteurs qu'on retrouve à l'échelle nationale. On va avoir le secteur industrie, le secteur résidentiel, le secteur agriculture et le secteur transport. Sachant que c'est le secteur résidentiel qui, en fait, consomme le plus d'énergie finale en France et en Grand Est. Donc la tendance de l'évolution par rapport à 2012 de la consommation énergétique, en niveau régional, elle a beaucoup augmenté, alors qu'au niveau de la région Grand Est, on a commencé à diminuer notre tendance à partir des années 2014. Donc il y a différents secteurs qui sont consommateurs, et on a une évolution des secteurs par rapport à 1990 qui est peu visible sur le graphique en bas. Donc on est passé en 1990 à peu près 203, et maintenant on se retrouve en 2019 avec environ 182. Donc une évolution très basse. Et cette évolution, elle est essentiellement due à l'industrie et à la manufacture qui en fait se diversifie et qui innove pour justement diminuer les consommations énergétiques. Alors, je vais vous parler des collectivités, et j'ai trouvé cette infographie très intéressante. C'est une infographie d'une collectivité, d'une com d'agglo, qui vous permet en fait d'un peu brosser le portrait d'une communauté de communes qui a des compétences et qui doit justement exercer ses compétences. Donc sur cette infographie, vous retrouvez à peu près tous les éléments qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne d'une communauté de communes. Donc vous avez la part déchets, vous avez la part tourisme, vous avez l'eau et l'assainissement, vous avez l'entretien des bâtiments, l'aménagement. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'une communauté de communes, elle a énormément de compétences. Et elle a des compétences qui sont complètement diversifiées. Plus elle va être grande, plus elle va avoir de compétences. Mais ce n'est pas forcément le cas. Il y a des communautés de communes qui sont très petites et qui ont énormément de compétences à assumer, et des budgets qui sont de plus en plus restreints.
Donc on a de moins en moins d'argent au niveau des communautés de communes pour exercer correctement chacune de nos compétences. Donc on a en 2019 une enquête Ipsos qui a été réalisée dans le cadre des ménages français et en fait qui a permis de révéler la préoccupation croissante des citoyens par rapport à leur commune ou leur communauté de communes, donc par rapport aux collectivités. Et en fait, on a une préoccupation croissante des citoyens parce que de nombreux Français qui souhaitent en fait que la transition écologique soit une priorité pour leur maire. Mais c'est aussi le cas pour leur président d'intercommunalité. Donc on a 58% des Français qui sont intéressés par les dispositifs d'économie d'énergie et de transition énergétique. Et donc c'est un élément qui figure en tête de poste sur lesquels en fait les Français disent qu'il faut augmenter les budgets en fait des collectivités et surtout les dépenses des collectivités. Donc un des éléments qui est intéressant, c'est que de plus en plus les habitants s'intéressent en fait à la rénovation énergétique des bâtiments communaux et aux actions qu'en fait les communautés de communes peuvent mettre en place concrètes pour mettre en place une ville sobre en carbone avec des gains en matière sociale et qui amène en fait une qualité de vie améliorée. Donc ça, c'est les préoccupations principales des Français là, à l'heure actuelle. Donc, si l'importance, elle est très axée sur la rénovation énergétique et la transition écologique, on s'est penché en fait sur la part des bâtiments et la part des bâtiments tertiaires. Qu'est-ce qu'elle représente en termes de consommation énergétique? Donc on sait qu'environ 44% des consommations d'énergie finale et un quart des émissions de dioxyde de carbone sont en fait produits ou sont consommés par les bâtiments publics. Et donc le secteur tertiaire, en plus, correspond à un tiers de ces consommations. Donc on a près la moitié en plus des bâtiments en France de collectivités qui ont été construits dans les années 1975. Donc la consommation moyenne de ces bâtiments, elle est de 240 kW d'énergie primaire par mètre carré par an. C'est un peu ce que vous expliquez Magali, c'est un peu les calories qu'on aurait besoin pour chauffer correctement un bâtiment. Sauf que là, les exigences actuelles, en fait, tendent à diminuer. Et dans un bâtiment public, on devrait avoir plutôt une consommation moyenne de plutôt 50. Donc de 240 à 50, on a un sacré facteur. Donc on a 81% des consommations énergétiques des communes nationales qui proviennent de leurs bâtiments. Et on a 27% du parc national, donc soit environ 280 millions de mètres carrés, qui appartiennent aux collectivités. Donc ça correspond à 50% en moyenne par rapport à des écoles et des lycées. Donc on voit que en fait, les collectivités territoriales, elles pèsent assez lourd dans le parc tertiaire, elles pèsent assez lourd sur les consommations énergétiques qu'on consomme tous ensemble. On a de plus en plus en fait, de réglementations et de législations qui viennent renforcer en fait, les contraintes qu'on a énergétiquement sur les bâtiments publics et sur les collectivités territoriales et sur les acteurs privés et sur l'État. Donc on a des obligations réglementaires à respecter concernant les bâtiments qui sont existants, mais aussi par rapport aux bâtiments qu'on construit. Donc il y a eu des décrets successifs. Donc un des premiers décrets a posé la nécessité de connaître les consommations et les émissions de CO2 dans les collectivités territoriales, donc qui ont plus de 50 000 habitants. Et donc, les élus ont dû mettre en place en fait, des diagnostics de performance énergétique dans les bâtiments, donc dans les ERP, dans les établissements recevant du public, pour regarder un petit peu les consommations énergétiques et les émissions de CO2 sur ces bâtiments-là. Et donc, tous ces bâtiments-là ont dû en fait avoir un affichage obligatoire de ces diagnostics de performance énergétique.
On a aussi eu la nécessité de prendre en compte justement les réglementations thermiques, donc RT, donc sur les bâtiments existants à l'occasion des travaux. Alors je prends un exemple, par exemple, si une collectivité voulait rénover et faire un ravalement de façade, elle ne pouvait plus. Il fallait qu'elle prenne en compte des travaux d'isolation thermique. Donc ça, c'est une obligation réglementaire. Et donc les collectivités qui ont voulu réaliser de simples ravalements de façade ont dû budgéter des éléments supplémentaires pour pouvoir justement réaliser de l'isolation thermique. Donc il y a des communes qui n'ont pas pu réaliser leur ravalement de façade, non pas par choix, mais plutôt parce qu'elles n'avaient pas le budget derrière pour réaliser l'isolation thermique qui allait avec le ravalement de façade. Et donc on a eu une nouvelle réglementation thermique qui est passée en vigueur il y a peu de temps, donc la réglementation thermique environnementale, RE 2020, qui durcit encore plus les problématiques, enfin qui durcit encore plus les travaux de rénovation énergétique, la prise en compte de tout ce qui est énergie renouvelable, mais surtout les contraintes liées aux rénovations énergétiques des bâtiments publics. Donc cette réglementation environnementale, elle est basée sur deux éléments, la stratégie bas carbone de l'État et le programme pluriannuel de l'énergie. Donc, pour les collectivités, il y a vraiment six raisons d'agir sur la rénovation de leur parc public. La première, c'est de maîtriser les dépenses. Donc, les bâtiments des collectivités, on a vu, c'est des bâtiments qui datent, qui sont assez vieillissants, qui n'ont souvent pas eu d'entretien ou pas de rénovation lourde depuis au moins 10 ans. Et donc, forcément, la maîtrise des dépenses, elle va être importante. Surtout que dans le contexte actuel, on a des augmentations en termes de prix de l'électricité qui augmentent. Donc, par exemple, dans notre collectivité, on est à 350 000 € d'électricité sur l'ensemble de notre bâtiment et sur les espaces publics avec l'éclairage public. On sait que bientôt, l'année prochaine, on va avoir une augmentation d'un facteur 2, voire 3. Donc on passe d'un budget de 350 millions à 350 000 à un budget de 1 million. Ce qui est assez conséquent pour une collectivité, de passer d'un budget multiplié quasiment par 3. On a aussi un devoir d'exemplarité en tant que collectivité territoriale, puisqu'on ne peut pas en fait engager de la communication auprès du public si nous-mêmes on n'est pas exemplaires. Donc la première chose passe par l'exemplarité des collectivités territoriales. Donc l'exemplarité, c'est important d'en prendre en compte, mais en fait on a quand même pas mal de délais en termes de rénovation énergétique des bâtiments. En collectivité territoriale, on ne va pas pouvoir rénover tous nos bâtiments en même temps, c'est impossible. Donc on a une planification qui se met en place, et donc il y a pas mal de collectivités qui mettent en place des schémas directeurs immobilier et énergie, qui permettent en fait d'étaler tous les travaux énergétiques dans les bâtiments publics. Ensuite, on sait qu'en fait la rénovation énergétique c'est facteur d'emploi, parce que simplement on a besoin de la mise en place de chantiers de travaux énergétiques, et donc ça a un effet levier sur l'emploi et sur la reprise de l'économie. On a aussi un devoir de résilience. Il faut qu'on s'adapte au changement climatique, et le fait de prendre en compte et de moderniser nos infrastructures, ça nous permet d'être résilients face au changement climatique qui va nous impacter de plus en plus dans les prochaines années. La rénovation énergétique, elle a aussi une autre thématique connexe, c'est la santé des usagers dans les bâtiments. Donc tout ce qui est confort, la qualité de l'air intérieur, l'acoustique, la qualité environnementale, tous ces éléments-là, quand on réalise une rénovation énergétique dans un bâtiment public, ça contribue à la santé des usagers et ça contribue à un bien-être des usagers dans le bâtiment. Et ensuite, forcément, tous ces éléments-là, quand on rénove une mairie, on devient attractif, puisqu'en fait les usagers arrivent devant la mairie, ils voient que c'est rénové. Donc du coup, c'est un levier d'attractivité et c'est un levier architectural important en fait pour une collectivité, parce que ça permet de réaliser l'identité
d'une ville ou d'un quartier par rapport aux rénovations qu'elles engendrent. Donc, la rénovation énergétique, pourquoi? Il y a différents aspects qu'on a déjà traités dans les 6 raisons d'agir. C'est déjà un gain financier, c'est une action environnementale, donc avec une attractivité du territoire qui va pouvoir se faire, avec des consommations, une diminution des consommations, une diminution de nos émissions, mais c'est aussi une obligation réglementaire pour certaines collectivités, d'avoir un passage à l'acte à cause des décrets et des règlements qui sont mis en place par l'État. Alors, la rénovation énergétique, comment? Alors, simplement, on ne peut pas résumer la rénovation énergétique simplement, puisque c'est vraiment du cas par cas par rapport au bâtiment. Mais ce qu'on peut voir, c'est que la rénovation énergétique, elle permet d'améliorer le confort des usagers, d'entretenir et corriger certaines pathologies dans les bâtiments. Elle permet aussi de rénover de façon pérenne nos bâtiments et de pouvoir les entretenir. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est que la rénovation énergétique, si elle n'est pas faite correctement, ça peut tuer du gisement. Donc en gros, si on commence à rénover un bâtiment public en changeant une chaudière et que l'année d'après on commence à faire l'isolation des combles et l'isolation par l'extérieur, la chaudière qu'on aura mis en place, elle va être surdimensionnée par rapport aux consommations énergétiques qu'on aura après. Donc la rénovation énergétique, elle permet aussi de limiter l'utilisation des ressources non renouvelables, puisqu'avec la nouvelle réglementation RE 2020, on est dans l'obligation en fait d'utiliser des matériaux biosourcés pour les rénovations. Et du coup, tous ces éléments de rénovation, ça nous permet quand même d'avoir un point important, c'est d'anticiper la fin de vie de nos bâtiments. Ensuite, on a aussi la possibilité de garantir aux usagers une bonne qualité de l'air, et ça participe au développement de l'économie locale, bien qu'il y ait de grosses réflexions quand on entame une rénovation énergétique par rapport au coût de cette rénovation. Donc, est-ce que c'est plus intéressant de rénover un bâtiment? Est-ce que c'est plus intéressant d'en construire un nouveau? On a des tendances qui, là, à l'heure actuelle, fait que le coût des matériaux explose. Donc on est plutôt sur une tendance qui est différente de ces dernières années, où construire un bâtiment coûtait moins cher qu'en rénover. Et là, on est sur une tendance qui s'inverse, puisqu'en fait, le coût des matériaux s'envole, et donc on réfléchit beaucoup plutôt en coût global de rénovation énergétique plutôt qu'en coût global de construction. Donc, il y a aussi des petits éléments qu'on peut faire donc, hors rénovation énergétique, mais qui peuvent être des coups de pouce, qui sont faciles à mettre en œuvre dans les bâtiments publics. Ça peut être la mise en place de panneaux photovoltaïques si le bâtiment s'y prête, s'il est bien orienté, si par exemple il a une consommation totale en électricité. Ça peut être la réalisation d'isolation des toitures. Ça peut être aussi du relamping, qui a un coût moins conséquent que des rénovations lourdes. En fait, le relamping, c'est la mise en place de nouveaux éclairages dans les bâtiments, avec des éclairages qui sont moins consommateurs, avec la mise en place de LED. Il y a aussi la mise en place de l'isolation des planchers, l'isolation des façades, l'isolation des murs. Mais il y a aussi le remplacement en fait, de tout ce qui est système de chauffage pour passer d'énergie par exemple, un bâtiment qui serait chauffé au fioul vers des énergies renouvelables, comme de la géothermie ou bien même plutôt de la géothermie ou de la biomasse. Donc biomasse, c'est par exemple une chaudière à bois qui pourrait être installée ou une chaudière à pellet qui pourrait être installée dans des bâtiments. Sachant que le pellet, à l'heure actuelle, c'est un peu cher. Alors, il y a aussi des petits coups de pouce qu'on peut mettre en place, qui coûtent quasiment rien, mais qui permettent d'avoir de grands bénéfices sur les consommations énergétiques. Il y a déjà la mise en place, par exemple, d'utilisation de la lumière qui est émise par le soleil et d'éviter d'allumer les lampes dans un bureau qui est bien orienté, où il y a beaucoup en fait, d'éclairement dans ce bureau.
Il y a aussi la possibilité au sein des collectivités territoriales, enfin en tout cas chez nous, on a pas mal de choses qui sont mises en place par rapport au compost. Donc on recycle nos déchets qu'on produit durant nos pauses déjeuner. On a aussi mis en place pas mal de choses sur l'utilisation des gobelets en plastique pour diminuer nos déchets. Il y a aussi pas mal de choses sur la programmation des ordinateurs, l'extinction, les mises en veille, qu'on essaie en fait de limiter. On essaie d'éteindre tous nos ordinateurs, on essaie d'imprimer tous les documents en recto verso, en noir et blanc. Alors tous ces éléments-là, ce sont des petits éléments, mais qui permettent à la fin, mis bout à bout, de pouvoir économiser du budget, qu'on peut ainsi investir dans des rénovations. Il y a aussi la mise en place en fait, des nouvelles consignes thermiques dans les bâtiments, c'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, on a programmé tous nos bâtiments à 19 degrés. Donc on demande en fait à nos agents de s'habiller un petit peu plus pour justement consommer le moins possible en chauffage dans nos bâtiments. Et je crois que j'ai fini. Donc je vous remercie pour votre attention et les questions du coup seront à la fin de la table ronde. Merci Amandine pour cette présentation très dynamique. Donc maintenant nous allons aborder la deuxième partie de cette soirée et donc assister à la présentation d'actions qui ont été menées dans les collectivités environnantes. Et pour la première de ces actions, M. Olivier Dipilot, responsable de l'AFP Bâtiment durable, mobilité soutenable de l'UT de Longwy, va nous parler d'un projet photovoltaïque qu'il a mené avec ses étudiants en collaboration avec la mairie d'Exy et qui concernait donc un projet de photovoltaïque. Bon ben Olivier, tu as le micro. Merci. Bonsoir à tous, merci de votre présence. Donc la mairie de Lexy nous a permis d'avoir la possibilité d'accompagner nos étudiants pour une faisabilité de centrales photovoltaïques en essayant de valoriser le contexte, c'est-à-dire en essayant de valoriser le contexte. C'est pas de la rénovation, c'est-à-dire il y a un existant, puis on réfléchit, et comment on peut encore l'optimiser et le valoriser. Alors c'est notre étudiant, notre ancien étudiant qui maintenant est responsable du pôle énergie sur la mairie de Mont-Saint-Martin, qui a développé le PowerPoint, par tout le PowerPoint qui est plus conséquent. J'ai récupéré quelques slides pour essayer de vulgariser, mais c'est le fruit de son travail. Il faut savoir qu'auparavant, ça s'est fait en 2 temps. Il y a eu une équipe, dans un premier temps, de sa promo, qui a travaillé en projet tutoré, pour faire un avant-projet de faisabilité. Et ensuite, ça a débouché sur un stage, et ensuite sur un apprentissage. Voilà, donc c'est assez intéressant. Donc voilà, la salle des sports, sur lequel repose notre thème de la centrale photovoltaïque. Donc le sommaire de notre présentation, donc la présentation du site, les premières étapes avant l'étude, ensuite une étude approfondie, quelques conclusions sur la transition par rapport à ce projet, d'accord, mené par les étudiants. Donc présentation du site, donc sur Lexy. Donc le gymnase se situe à un point assez intelligent, c'est-à-dire le collège qui est à proximité pour accueillir justement les activités autour du sport, l'école primaire aussi, à quelques pas, et pour les activités extra-sportives, donc une ville assez dynamique avec des sports collectifs, le handball, le futsal, aussi des sports de combat. Donc la problématique qui s'est posée à nos étudiants et à Dylan, c'est surtout des problématiques physiques, où se situe le bâtiment, est-ce qu'il y a de l'ombrage, quelles sont les contraintes géométriques, on va dire, parce que le but c'est de capter le gisement, hein, le gisement solaire, et aussi technique, donc pouvoir présenter toutes les technologies possibles et de voir ce qui est le plus efficace par rapport aux
au client, qui serait la mairie de Lexi. Voilà. Gilles, est-ce que tu peux me... redondance. C'est les aléas. Je te ferai un clin d'œil. On passe le slide. Allez, on passe. Donc les premières étapes avant l'étude, donc des contraintes physiques, tu peux passer. Donc, Dylan a effectué des mesures, les métrées, donc avec longueur, largeur, et l'angle d'inclinaison du toit par rapport à l'horizontale. Sachant que la première étude qu'il a faite, c'est quand même, on va amener une contrainte supplémentaire en posant des panneaux photovoltaïques. Parce que la structure est capable de supporter mécaniquement le surplus. Donc, ici, les densités de charge permanentes, évaluer aussi les contraintes dans les cas plus défavorables, l'hiver, par rapport à la neige. En termes d'exploitation, donc quand on aura les panneaux, et de comparer ça par rapport à ce qui est admissible par le bâti, tout simplement. Donc les 270 kg par unité de surface ne sont pas atteints. Donc déjà une première contrainte qui est résolue dans la préétude. Voilà, très très simple. C'est passé. Je n'ai pas l'infrarouge. Donc dans un premier temps, ça marche. Excusez-moi. Dans un premier temps, il faut évaluer le gisement solaire. Voilà. On s'intéressera après quels sont les besoins. Qu'est-ce qu'on a comme gisement, tout simplement. Donc Dylan a été sur un logiciel qui est gratuit, CalSol, tout simplement. Et l'irradiation globale sur l'année, à l'époque du projet, c'est une moyenne qui est effective sur l'est de la France. C'est du millier de kilowatts-heure par mètre carré. Donc à partir de là, on connaît notre gisement, donc c'est par unité de surface. La surface de captage, je l'ai pas assez. Voilà, la surface de captage sur le toit de la salle des sports, elle est du millier de mètre carré. Voilà. Donc à partir de là, on peut estimer l'énergie qui va être captée. Donc l'énergie solaire qui est captée, malheureusement, on n'a pas la même qui est restituée en sortie du panneau. On va faire un cours sur l'effet photovoltaïque avec les paires électrons et un champ électrostatique qui va pousser les électrons vers l'extérieur, c'est assez puissant. Mais malheureusement, les rendements des technologies actuelles, c'est très très faible. D'accord ? C'est de l'ordre de 10 à 15%. Donc vous imaginez, on veut 1 kWh, ça veut dire qu'il en faut 90 fois plus en source solaire. Malgré tout, on peut assurer quelques projets. Donc la stratégie que Dylan a opté à proposer à la mairie, c'est d'utiliser déjà une fraction lambda de l'énergie produite. Si on veut ensuite opter pour un scénario d'autoconsommation. C'est que c'est intermittent, le soleil. Les activités sportives, c'est le soir pour l'extra-scolaire. Il va falloir assurer cette contrainte. Donc une fraction lambda, on l'avait estimé à 50%, servirait à stocker dans une source de type électrochimique, assez classique, ce qui nécessite un coût. Et l'autre moitié, on va dire, de cette partie servirait directement, via une interface, à soutenir les exigences du bâtiment, qui sont surtout de l'éclairage, puisque le chauffage il est assuré par des énergies, je crois que c'est du fioul. Voilà. On arrive à
à ce bilan une énergie produite par an de 400 MWh tout simplement. Avec, pour revenir sur le rendement, 2,5 GWh qui est fourni par le soleil. Donc on voit déjà un rendement qui est très très faible. Mais il faut faire avec par rapport aux technologies standards. Dylan s'est également intéressé sur l'aspect coût. Alors, l'énergie pour le grand public, c'est l'argent. Hein. L'énergie, c'est de l'argent. Il faut savoir que moi, je suis professeur agrégé en sciences de l'ingénieur. C'est l'aspect physique, malgré tout, qu'il va falloir amener dans nos projets. L'énergie, on en a besoin pour se mouvoir. Hein. Après, il y a l'aspect coût qui a été imposé par notre société. Il s'y est intéressé sur les 3 années autour du projet et s'est intéressé également aux consommations, aux besoins de la salle des sports. Je ne vois pas très bien. Donc les besoins en énergie, en moyenne, c'est 56 MWh par an, avec des coûts autour de 10 000 euros par an. Voilà, donc on a le gisement, on a les besoins en termes d'énergie, on a une stratégie qui favorise l'autoconsommation. À partir de là, on peut faire une étude un peu plus conséquente. La mairie de Lexie a un service technique qui ne possède pas certains outils logiciels. Donc notre étudiant a pu profiter, la ville de Lexie a pu profiter de nos moyens matériels. Il est venu régulièrement. À partir de là, il a dessiné, à l'aide de la CAO, donc conception assistée par ordinateur, la salle des sports, les différentes contraintes d'ombrage liées au parc qui se situe à proximité avec ici les arbres, un local dédié au tennis qui se trouve derrière la salle des sports. Donc toutes ces contraintes physiques sont intégrées dans le logiciel, ça c'est intéressant. Puis on peut voir les efficiences énergétiques et derrière ça se manifeste par justement un apprentissage aussi pédagogique. Voir tout au long de l'année les effets d'ombrage ou pas. Et ce qui a été conclu, c'est de couper quelques arbres, tout simplement, à la suite de cette étude. La partie batterie, ici, puisqu'on avait proposé la partie autonomie, tout simplement, est assez intéressante. Donc, pratiquement 3 jours d'autonomie, au cas où on ne pourrait pas stocker la surproduction si le temps ne serait pas adéquat. D'accord ? Ce qui implique des coûts. Hein. Plus vous voulez être performant, ça implique des coûts. Donc, tout à l'heure, on parlait de sobriété. On pourra voir aussi la définition de la sobriété. C'est un terme assez classique aujourd'hui. Il faudrait la définir. On pourra y revenir. Alors, ce que Dylan a permis de mettre en évidence par rapport à toute une étude de cas, donc c'est assez pédagogique, ça a été proposé à la mairie. On fait de l'autoconsommation sur les 2 pans de la toiture, de la salle des sports. On revend la totalité de ce qu'on produit, ou on revend la totalité de ce qu'on produit, sachant qu'ici on peut, sur des périodes de l'année, en cas de surproduction, de revendre. Ou on profite d'une armature, on pourrait incliner de façon optimale les panneaux, qui nécessiterait une armature métallique. Encore un surcoût, de ne pas être à 5 degrés, peut-être tout à l'heure je ne l'ai pas commenté. Donc voilà une étude de cas possible. Donc malgré tout, les activités de la salle des sports fait que dans tous les cas, on va devoir tirer de l'énergie sur le réseau, malgré tout, malgré le projet. D'accord ? La surface de captage n'est pas assez suffisante, même si 8 mètres carrés, c'est pas négligeable, même en la présence de batteries. Donc autour de 10 000 kWh par an, avec ici un coût de 1 500 € malgré tout. Donc pour l'autoconsommation, par contre, une surproduction qui permettrait
d'avoir un gain par an de 6 000 euros. Et donc la soustraction nous mène à un bénéfice dans le cas d'autoconsommation estimé autour de 5 000 euros par an. Voilà. Pour la revente, vous pouvez voir, une revente totale sur le réseau, ce qu'on obtiendrait. Par contre, sur un pan, avec une inclinaison optimisée, on n'est pas avantagé. Voilà ce que conduisent les calculs. Ensuite, à l'époque, Dylan travaillait, c'était une partie du projet, aussi sur l'éclairage public, travaillait avec une entreprise de Metz qui s'appelle Greentech, qui proposait des matériels photovoltaïques. Donc il a fait une étude comparative avec du matériel français, Photowatt, avec du matériel de chez Greentech, dont le fournisseur est asiatique, avec une orientation plein nord, plein sud, faire des comparaisons, sachant que là on est sur un seul pan. Et si on fait attention, les ordres de grandeur sont cohérentes. Du matériel de chez Greentech, on aurait une production de 90 kWh, un tirage sur le réseau de 16 kWh par an, si on revient sur le slide précédent. Donc sur un pan, le tirage est plus ou moins identique. Par contre, on voit que la revente sur le réseau, elle a doublé. Parce qu'on n'est pas sur la même technologie, on est sur du biface, tout simplement. Et on profite de l'albédo, de la réfraction du soleil sur les parois du toit ou d'armature métallique qui va renvoyer. Voilà, c'est assez intéressant pédagogiquement. Ça lui permet d'avoir des arguments auprès du service technique et auprès de la mairie, avec des bénéfices voilà, qui vont de 230 euros par an pour une orientation plein nord, bien sûr. Sur l'autre pan, on est à 551 euros par an si on est orienté au sud pour des matériaux de chez Greentech, tout simplement. Ici n'est pas intégrée la partie maintenance, bien sûr, hein, on doit intégrer une partie maintenance sur les panneaux, les nettoyer, les dépoussiérer. N'a pas été intégrée la partie batterie, qu'est-ce qu'elle peut soutenir par rapport à le fait malgré tout de tirer sur le réseau. Donc c'est encore ce point-là, il est encore à l'étude. Mais malgré tout, la mairie de Lexie a opté pour la revente sur le réseau. J'ai pas revu monsieur le maire depuis, mais normalement les travaux auraient dû commencer depuis la rentrée. Voilà, tout simplement. Donc les conclusions du projet, elles sont multiples. Tout simplement, nous, formateurs, travailler avec les personnes de l'extérieur, que ce soit ici des mairies qui nous sollicitent, ça nous permet de valoriser nos étudiants, notre formation. C'est concret. Moi, personnellement, ça me permet de réfléchir. Et à chaque fin de projet, de se poser d'autres questions. Tout simplement. La question que je me suis posée en venant ici, je suis à la bourse. J'ai vu le thème par rapport au climat, mon intervention. Donc, on sent bien une instabilité au niveau du climat ces derniers temps, sachant que le climat il est stable depuis 20 000 ans, depuis la période glaciaire, 2-3 degrés en plus, ça nous a permis de cultiver les sols. Il faut avoir la culture, hein, les étudiants, d'être sédentaires, et de se poser des questions quand on peut être sédentaire. Et on voit bien que depuis 20 000 ans, et surtout dernier siècle, il y a des dérèglements climatiques. Il y a des personnes bien plus intelligentes que moi qui corrèlent ça avec le pétrole, avec le PIB. C'est lié. Notre modèle économique, tout simplement. Donc, ne perdons pas le fil conducteur. Je me suis posé la question suivante. Aucun gaz à effet de serre de rejeté lors de l'utilisation des panneaux photovoltaïques, mais à la production, voilà, je vous laisse regarder pour certains Wikipédia, c'est assez drastique hein, ce qu'on utilise comme énergie pour fabriquer des cellules. Alors
Alors je me suis posé encore une autre question, que je vais partager à mes étudiants, il y en a quelques-uns qui sont là, ils vont bien étudier mon discours, parce que ça fait 1 mois et demi qu'on est ensemble. Comment intégrer ce qu'on détruit par rapport à ce qu'on en fait, dans le prix et la valeur du produit. Aucun modèle nous donne pour l'instant. C'est des phases de recherche. Donc, je pense à mes collègues du GEA qui font quelques interventions d'économie, etc. Certains qui vont devoir manager et prendre des décisions. Il va falloir prendre des décisions également sur cet aspect. Parce que ce qui nous attend, je ne veux pas être pessimiste, si j'ai entendu parler tout à l'heure de résilience, si on est conscient de la résilience et qu'on s'y met, ça va être un accident, quelques tonneaux. Si par contre on n'en prend pas conscience, c'est le mur et la mort tout de suite. C'est très pessimiste. Hein. Chacune de nos décisions, maintenant, elle va intégrer ce qu'on détruit par rapport à ce qu'on produit. Et c'est de donner une valeur à ce qu'on a au final par rapport à ce qu'on détruit. Ce qu'on prend de la terre. Ce micro, il existe déjà, hein. On n'achète pas le micro. Hein. Première explosion d'étoiles, le tableau de Mendeleïev, la moitié, elle nous donne gratos. C'est gratos, hein. C'est wallou, hein, comme je dis toujours aux étudiants. Hein. Ça a juste été assemblé, les atomes. Mais c'est 0 francs. Il ne vous appartient pas le micro. Vous payez la personne qui a extrait de la terre, vous payez son salaire, vous payez les redevances des machines et les financements. Le micro, il ne vous appartient pas. Il existe depuis des milliards d'années. Voilà le lien avec le climat. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Donc, nous allons passer aux deuxième action, qui est une action qui va concerner donc, les vélos en libre service à assistance électrique qu'on voit fleurir un petit peu partout dans notre agglomération. Et donc, pour parler de cette action, Madame Arsac qui va nous parler donc, du projet Vertuose. Donc, Madame Arsac, tout un programme Vertuose. Donc, vous pouvez utiliser le micro qui se trouve sur la table ou bien venir au pupitre comme vous préférez. On va rester là. Donc, c'est vrai qu'après tout ce qui a été démontré, on se rend compte effectivement de l'importance d'engager effectivement cette transition énergétique, qui est un souhait effectivement porté également par l'agglomération de Longwy, qui essaie effectivement de s'y employer. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le SMITRAL, c'est le syndicat de transport de l'agglomération de Longwy, et on connaît mieux son opérateur TGL, qui effectivement est là pour déployer des transports urbains et des transports scolaires. Aujourd'hui, on ne parle plus de transport, mais on parle de mobilité. Le législateur a voulu effectivement intégrer tout ce qui est mobilité qu'on appelle active, c'est-à-dire toutes les mobilités qui nécessitent aussi l'usage du physique et plus forcément des énergies. C'est quelque chose de nouveau et qui fait que, effectivement, les autorités que nous étions, on a dû s'emparer de ces... On a dû s'emparer. On a dû s'emparer de ces questions-là. Je voudrais, quand je vois effectivement les chiffres et les études que vous portez, je voudrais quand même vous rappeler quelques chiffres qui sont quand même assez révélateurs de nos modes de déplacement. Aujourd'hui, c'est une étude de 2019. 56% des personnes privilégient la voiture pour se rendre sur un lieu de travail qui se situe à 2 ou 3 km de leur domicile. Elles sont 42% privilégiées ce mode de transport pour une distance de 1 km. Sur notre territoire, c'est une étude de l'enquête déplacement portée par l'agence d'urbanisme. 44% prennent leur voiture pour un déplacement de 500 mètres à 1 km et 74% pour des déplacements de 2 à 3 km. Quand on sait que 20%, je reprends les propos de ma collègue Magali, 20% des gaz à effet de serre sont effectivement générés par nos véhicules. Il était temps effectivement de se poser un certain nombre de questions. Je pense que ces chiffres-là, nos élus en avaient conscience. Alors si effectivement l'agglomération a déployé un certain nombre de modes doux, vous avez vu qu'il y a des cheminements effectivement piétonniers sur l'ensemble de l'agglomération.
Il faut savoir qu'aujourd'hui, 80% des habitants du territoire ont accès à ces modes de l'eau. Il fallait effectivement créer le catalyseur qui allait effectivement nous amener à changer nos conditions de déplacement sur des petites distances. Et donc on a décidé de développer ce projet de vélo proposé en libre service, Virtuose. Donc c'est 100 vélos disséminés sur le territoire sur 15 stations aujourd'hui, dont une à l'UT, une au Crous, que vous êtes nombreux à utiliser pour le moment. Ça marche plutôt, ça fonctionne aujourd'hui bien, on vous donnera quelques chiffres. Donc l'objectif c'était effectivement de changer ces distances courtes. Aujourd'hui on a l'habitude peut-être trop aisément de prendre un véhicule, d'éviter la marche, d'éviter effectivement même les transports en commun. Il faut rappeler qu'au niveau de l'utilisation des vélos, c'était quand même un pari audacieux. En France, on peut dire que effectivement le vélo c'est 4% des transports. Il faut rappeler que 36% des habitants du Pays-Bas utilisent le vélo pour leurs déplacements réguliers, 23% au Danemark, 22% en Hongrie. La France, avec ses 4%, n'est que la 19e nation sur les 27 effectivement, que compte l'Union européenne. Chez nous, ce chiffre est de 1%. Je rappelle que le Luxembourg, nos voisins, veulent effectivement dans les 10 ans à venir que ce taux se passe à 20%. Nous sommes à 1% sur le territoire. Donc c'est effectivement un pari audacieux que d'amener les habitants de l'agglomération à utiliser les vélos. Alors on a mis effectivement ce service en place le 25 septembre. Nous avons opté pour un projet de la société Covélo, c'est 460 000 € d'investissement hors taxe, financé pour 40% par la Banque des territoires et le Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. On les remercie pour le soutien. Donc ce service, effectivement, rencontre vraiment ses usagers. Aujourd'hui, sur les premiers retours que nous avons, c'est 2300 transports en vélo qui ont été effectués depuis sa mise en place, 800 abonnements, plus de 800 abonnements qui ont été effectivement pris, avec effectivement des coûts d'abonnement volontairement bas, puisque aujourd'hui, utiliser le vélo pour le libre service, c'est effectivement 1 € la demi-heure, 5 centimes ensuite. L'objectif, c'est que vous ne gardiez pas ces vélos, c'est que vous déplacez de station en station pour que tout le monde puisse effectivement les utiliser. Il n'y en a que 100 sur l'agglomération. C'est déjà beaucoup pour un territoire comme le nôtre. C'est donc, vous voyez, un prix modique avec des abonnements aussi, 10 € par mois, 40 € effectivement l'année. On a un découplage, abonnement transport urbain et vélo qui rendent effectivement beaucoup moins cher cet usage. Et effectivement, aujourd'hui, on est fiers de dire que l'utilisation est supérieure à celle de la ville de Reims, qui a pourtant déployé 300 vélos sur son territoire. Aujourd'hui, nous avons plus, effectivement, de fréquentation que le réseau de Reims. Donc, c'est vraiment, effectivement, un engouement, en tous les cas, des habitants de ville pour ce service. On a pris Ecovélo aussi pour une raison, c'est que c'était un système déjà de vélos fabriqué en France. C'est aussi important pour nous. Des vélos qui, par rapport à la configuration de notre territoire, avec effectivement quand même des dénivelés importants, il fallait effectivement pouvoir monter les côtes. On sait que nous ne sommes pas tous des vérinques, donc il faut effectivement pouvoir les utiliser dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, effectivement, nous avons des vélos de qualité, avec des batteries suffisamment puissantes pour permettre effectivement de monter ces côtes. Je rassure effectivement les futurs usagers. Nous avons également, tout est embarqué dans les batteries, nous changeons les batteries. Et nous avons effectivement, pour cela, pour l'entretien, on travaille avec Transboulot. C'est une association d'insertion qui a effectivement formé 2 personnes qui, effectivement, sont en charge de veiller au bon entretien, au changement de ces batteries. Donc, rien n'est effectivement mis tout seul, tout est embarqué sur le vélo. Donc, on sait qu'effectivement, on parle de sécurité ici. C'est vrai que beaucoup ont toujours un peu peur d'utiliser le vélo pour des raisons de sécurité. Nous travaillons avec les communes actuellement dans quelques schémas de directeurs cyclables pour justement travailler sur les aménagements. Beaucoup de communes
ont choisi de mettre des routes à 30 km/h, vous les voyez passer tout simplement parce que c'est une façon de permettre la cohabitation entre les vélos et les voitures, sachant que les vélos sont prioritaires sur les voies à 30 km/h. C'est effectivement une façon aussi d'éviter effectivement une vitesse et de limiter les risques. En tous les cas, sur ce schéma directeur, nous avons été effectivement satisfaits, je parle à Kamal, le président qui est présent, et Mme Collin, nous avons effectivement une grande participation des communes qui effectivement ont toutes vraiment travaillé sur ce document qui va être proposé au niveau qui sera déterminé, sera finalement en décembre, donc qui sera effectivement disponible. Et on se rend compte effectivement qu'on est en train d'intégrer dans les aménagements actuels toutes ces voies effectivement dédiées au vélo. Donc il y a vraiment une volonté effectivement portée à la fois par la vélo et par les communes d'amener, de faire du vélo effectivement le déplacement en part entière. Voilà. Est-ce que tu auras peut-être des questions? Merci Madame Arsac. Donc troisième action. Une troisième action qui va nous être présentée par Monsieur Capito, qui est donc vice-président de la communauté de communes de Donville-d'Espincourt, et qui va nous parler donc d'un projet de rénovation et de maîtrise de l'énergie qui a lieu dans sa collectivité. C'est bien ça, Monsieur Capito? Merci beaucoup. Donc Christophe Capu, vice-président de la communauté de communes Donville-d'Espincourt, en charge de la biodiversité, espace et ressources naturelles. Comme être élu et parler après Madame Azano Garcia, c'est vraiment un bonheur, parce que j'ai la chance qu'elle travaille à mes côtés et elle a beaucoup parlé par rapport à tout ce qui est fait au niveau de l'intercommunalité. À savoir que notre intercommunalité, Donville-d'Espincourt, c'est une communalité de 8400 habitants, 41 communes, qui est située dans le milieu rural. Alors, je développerai plusieurs points que l'on travaille par rapport aux compétences. Et sur la mobilité, c'est vrai que c'est une compétence qu'on a acquise récemment. Et dans le milieu rural, c'est un problème qui est très récurrent et qui est difficile au niveau, au niveau des soins, au niveau des hôpitaux, au niveau du travail. Nous, on ne peut pas, par exemple, aller en vélo chez le médecin ou aller en vélo à plusieurs kilomètres et c'est un réel problème. Par rapport, notre communauté de communes n'a pas attendu cette crise que l'on vit aujourd'hui énergétique pour mener des actions, pour mener des thèmes sur la réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments et dans l'espace. Nous avons mené plusieurs actions, c'est-à-dire Mme Azano Garcia est en charge du pôle patrimoine. Le pôle patrimoine, ce sont des travaux concernant le bâti, mais aussi on a aussi inclus tout ce qui était la problématique des cours d'eau et la GEMAPI. Nous avons, les plusieurs actions sont d'ordre économie circulaire et gestion des déchets, parce que aussi, au niveau des ordures ménagères, c'est aussi une difficulté. Depuis quelques années, nous sommes en taxe incitative, et là, un gros travail qui est fait, c'est au niveau de la communication. En général, lorsqu'on est élu, c'est toujours difficile de faire admettre à ses administrés ce qui va arriver. Alors, j'entends bien, et je sais qu'avec Azano Garcia, on en discute, 58% des Français veulent une rénovation énergétique des bâtiments, mais lorsqu'on leur dit beaucoup, là, ça change, parce que dans une collectivité locale, et il y a des élus, ça va sur les impôts, il y a aussi, c'est toujours le même problème, le budget, les dotations globales, c'est toujours un vrai problème. On est prêt, évidemment, à faire des travaux, mais je veux dire, ça a un coût, et c'est là l'importance du pôle patrimoine, de l'économe de flux qu'on a recruté récemment. Ce sont aussi des nouveaux métiers au niveau de tout ce qui est transition écologique et énergétique. C'est aussi de faire en sorte que l'on puisse mener à bien des travaux de rénovation en termes énergétiques, écologiques, afin de trouver des subventions pour pouvoir aider les collectivités locales. Il n'y a pas longtemps, nous sommes inscrits, nous avons été lauréats de Sequoia. Donc Sequoia, c'est un soutien aux élus locaux, justement pour mener à bien toutes ces politiques.
Donc nous avons mené aussi un partenariat avec la communauté commune d'Étain, justement pour mutualiser et pour pouvoir trouver ensemble des subventions et mener à bien aussi ces projets qui sont très ambitieux, mais qui sont nécessaires pour demain, comme disait tout à l'heure l'intervenant avant moi. On travaille aussi beaucoup sur les énergies renouvelables. On a changé, on a plusieurs écoles, et on a changé le chauffage, on a mis un chauffage géothermique justement, qui a permis de faire des économies, et qui permet aussi au niveau écologique, au niveau environnemental, d'être moins polluant. Alors si je dis une bêtise, Amandine me reprendra, puisqu'elle mène bien tous ces projets. Il y a aussi un projet qui est aussi important, c'est le patrimoine et la maîtrise de l'énergie. Donc nous avons modernisé nos éclairages publics, nous avons mis des LED, là aussi, et aujourd'hui nous sommes sur une réflexion, faut-il éteindre les éclairages publics le soir? Est-ce qu'on va faire des réelles économies? Il y a tout un fonctionnement si on viendrait à éteindre les LED, il y a du cas par cas, c'est LED par LED, alors en fonctionnement ça nous coûterait aussi. C'est pas facile lorsqu'on est élu, lorsqu'on est de l'autre côté, j'ai envie de dire, c'est facile de dire il y a qu'à, il faut, mais je veux dire c'est là notre travail, en tout cas mon travail au niveau notamment de la biodiversité, c'est de sensibiliser les administrés, de sensibiliser la jeune génération, et de parler devant des étudiants, c'est toujours un plaisir, parce que c'est eux qui feront demain, et c'est à partir d'aujourd'hui que nous devons faire demain. On n'a plus le temps d'attendre demain pour réagir, pour mener des actions. Il est déjà trop tard. On a attendu trop longtemps, on en était tous conscients, mais on ne pensait pas. Qui aurait pensé, il y a quelques mois, qu'en ouvrant le robinet, il n'y avait plus d'eau. C'est ce qui s'est passé dans le sud de la France. Au niveau de l'électricité, on parle de coupures de courant. Qui aurait pensé ça? Nous sommes en 2022, et c'est vrai que c'est toutes des problématiques qu'on n'aurait pas pensé. On pensait dans 50, 100 ans, en disant on ne sera plus là, et la jeune génération, elle se débrouillera. Mais lorsqu'on est élu, justement, nous devons penser à aujourd'hui, et aussi, et surtout à demain. Et ne pas laisser à la jeune génération toutes les problématiques qu'on aura laissées en suspens. Nous sommes par exemple sur la côte des cômes d'Anvillers-Pincourt, donc nous avons, et comme disait tout à l'heure Mme Rezano Garcia, nous avons beaucoup de compétences. On a la compétence, comme vous avez vu, par rapport aux LED, donc on a la compétence sur les éclairages publics, sur les déchets ménagers, on a la compétence au niveau économique, donc lorsque l'on pense maintenant économique, lorsqu'on parle par exemple de rénovation de boulangerie, on part sur cette trilogie sociale, économique, environnementale. Aujourd'hui, on ne peut plus penser uniquement sur un thème, on va faire de l'économie point barre. Il faut penser un petit peu aux eaux pluviales, il faut penser aussi à quelle énergie justement serait le plus rentable et le moins polluant, et social. Évidemment, c'est aussi au niveau financier, donc que ça soit un coût moindre pour celui qui reprendrait, par exemple, comme là l'exemple de la boulangerie. Et puis aussi, un autre thème, c'est la biodiversité et les ressources d'espaces naturels. La communauté de communes d'Anvillers-Pincourt, on est en charge de maître d'ouvrage de 2 sites Natura 2000. Donc Natura, ce sont des sites que l'on protège, que l'on doit faire très attention au niveau de la faune, de la flore, de l'habitat. Nous avons le Marais devant Chaumont. Et nous avons la zone humide, forêt du pays de Spincourt. Là aussi, c'est un travail, et tout à l'heure, quand on parlait comment faire, avec qui, nous avons la chance de travailler avec l'ONF, de travailler avec le conservatoire, de travailler avec la DDT, de travailler avec l'agence de l'eau. Je veux dire qu'on a beaucoup de partenaires, beaucoup de partenariats, et on ne peut pas avancer seul sur des sujets qui touchent justement à la biodiversité, qui touchent à l'habitat, qui touchent à l'eau. L'eau aussi, tout à l'heure quand on parlait d'énergie, quand on parlait de biens rares, l'eau devient vraiment un bien rare. Nous, dans notre Codécom, et je suis maire d'un village de Marie-Varencourt, et nous avions les mines. Et lorsqu'il y avait les mines, il y avait le pompage, donc des rivières, des cours d'eau étaient pleins parce qu'il y avait l'eau de l'exode des mines. Depuis quelques années, maintenant depuis même plusieurs décennies,
il n'y a plus ce pompage. Donc nous avons des cours d'eau qui sont dimensionnés hors normes, des dizaines de mètres, et lorsqu'on arrive au mois de mai-juin, il n'y a plus d'eau. Et là, au niveau de la biodiversité, au niveau des énergies, on perd tout. Donc nous sommes en train de travailler justement sur le redimensionnement, sur la restauration des cours d'eau. Et là aussi, c'est un travail avec les exploitants, c'est un travail aussi avec les propriétaires et avec les élus. C'est pas simple lorsqu'on dit à un propriétaire ou un élu, voilà, on va faire des travaux jouxtant ta parcelle, ça va t'impliquer des contraintes. C'est pas simple, même s'ils sont conscients. Donc notre travail, c'est vraiment d'accompagner, d'aider le propriétaire, l'exploitant, de lui faire prendre conscience, même s'il a conscience de l'avenir, et comme tout à l'heure vous disiez à juste titre, c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui. Donc nous avons une grande responsabilité, en tout cas au niveau de l'intercommunalité. On n'a vraiment pas attendu justement pour mener à bien, pour sensibiliser. Alors on travaille beaucoup aussi avec les écoles, parce que moi je crois que la jeune génération est curieuse, et si on ne la sensibilise pas au plus jeune âge, c'est beaucoup plus difficile que de sensibiliser à un âge avancé. Même si l'environnement, même si les énergies, c'est à tout âge. Mais je veux dire, et les jeunes, on accompagne dans les écoles au niveau des potagers, au niveau des énergies, et tout à l'heure, Mme Rizano Garcia l'a dit, dans les écoles, on mène aussi de fermer les lumières, de fermer, avec les professeurs des écoles, de fermer les portes lorsqu'il y a du chauffage. C'est des réflexes qu'on devrait avoir, des réflexes peut-être pour certains naturels, mais en fin de compte qui ne sont pas si naturels, parce qu'on apprend, on réapprend à fermer les portes, à ne pas mettre ces écrans surveille, à ne pas laisser les lumières. Et c'est toute une éducation, et quand on est élu, et on travaille énormément sur toutes ces problématiques, parce que ça touche tout le monde, ça touche toute la population. Je pense que j'ai fait un petit peu le tour, mais pour vous dire que même lorsqu'on est dans une intercommunalité en milieu rural, et même petite, on mène beaucoup d'actions, mais avec aussi la population et avec les élus. Et sensibiliser les élus, c'est pas toujours très simple non plus. Parce que, dont moi, je me mets le premier, oui, j'ai des bâtiments communaux, oui, il faut les faire, mais avec quel budget? C'est ça aujourd'hui. Est-ce que l'État, alors hier par exemple, on a, dans un autre, je sais pas, je suis aussi vice-président du syndicat des OPN en charge de relations à bonne communication, on a reçu par exemple le sous-préfet de Briey, et je lui ai dit par rapport aux énergies, est-ce que les collectivités, comme les intercommunalités, comme le syndicat des OPN, est-ce qu'on sera sous le même régime au niveau de l'électricité que monsieur tout le monde, parce qu'à partir, et comme disait tout à l'heure Mme Rizano Garcia, à partir du 1er janvier 2023, ça change. Et le tarif sera quasiment multiplié par 2,5, voire x3. Et là aussi, que ce soit au niveau d'un syndicat des eaux, que ce soit au niveau d'intercommunalité, ça sera pris sur un autre budget. Donc il y aura des choix, des priorités. Et malheureusement, tout est priorité. Aujourd'hui, tout est priorité, et il y a urgence dans tout. On voit bien au niveau de l'hôpital, au niveau éducatif, au niveau de la justice et l'environnement. Et en tout cas, quand le président m'a confié cette tâche de la vice-présidence chargée de la biodiversité, c'était pas, j'ai envie de dire, une vice-présidence fourre-tout ou une vice-présidence on verra si on a de l'argent. On a vraiment impliqué la collectivité et les collectivités vraiment dans ce sujet, parce que c'est un sujet, et je vous dis, qui touche donc l'économie, le social et l'environnement. Je vous remercie. Merci monsieur Capu, excusez-moi d'avoir écorché votre nom tout à l'heure. Il fallait crier très fort, il fallait râler. Pas grave. Merci beaucoup. Donc, dernière action, dernier intervenant, donc monsieur Pallotta. Monsieur Pallotta, donc vice-président en charge du développement durable de la communauté de communes Cœur du Payou, et qui va nous parler donc d'un projet qui tient beaucoup à cœur à l'UT. Donc c'est un projet autour de l'hydrogène, le projet Mirabel. Voilà, monsieur Pallotta. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement,
effectivement, je suis vice-président en charge du développement durable et de la transition énergétique au niveau de CDH. Et accessoirement, maire de Braine-l'Alleud. C'est un avantage que ce soit ce dernier, parce que j'ai pu raconter tout ce que mes collègues avant ont dit. Donc tout ce qui est au niveau intercommunal, on a exactement la même chose. Les bâtiments publics, Sequoia, et puis on a tous les mêmes problématiques. Aujourd'hui, nous avons opté pour, en 2010 déjà, pour notre autonomie énergétique, notre autonomie électricité et tout ce qui s'ensuit. On a créé, vous m'entendez, je sais pas, on a créé une société d'économie mixte justement parce qu'on voulait maîtriser le coût énergétique. À l'époque, en 2010, ça paraissait une aberration. Aujourd'hui, et aujourd'hui, on s'aperçoit que on est en retard parce qu'on a pris 10 années de retard pour des procédures et malheureusement, on s'aperçoit qu'on aurait pu profiter de ces mannes financières. Ce qui veut dire manne financière, ça veut dire qu'on ne va pas dans la poche de nos concitoyens qui aujourd'hui sont assez pénalisés par toutes les augmentations dont nos collègues ont parlé avant. Alors, nous avons créé cette société d'économie mixte sur plusieurs thèmes. L'énergie renouvelable, bien sûr, l'hydrogène, le photovoltaïque et l'éolien. Donc, l'hydrogène, comme le disait à l'instant, M. Sicchioni, que sûrement quelqu'un devait le connaître, qui était en charge initialité d'un projet de développement sur l'hydrogène, et un beau jour, on l'a entendu, je ne sais plus, c'était à la sous-préfecture, j'ai entendu, et puis on s'est dit, on appelle ça, défenseur de l'hydrogène, j'ai dit, on y va sur le projet. Et depuis 2014, l'hydrogène avec Amandine, qui a travaillé sur le projet Mirabel, nous avons mis en place, lui, Amandine, elle est partout, elle était aussi chez nous avant. Non. Et donc, aujourd'hui, Mirabel, si j'ai le nom, c'est la mission pour la... Je ne sais plus exactement dans laquelle je travaille. Nous avons mis en place, donc, je vais vous le redire exactement à quoi ça correspond. Voilà. Enfin bref, disons que nous avons, grâce à l'hydrogène, bien sûr nous avons été élus territoire TFCV nationalement, nous sommes reconnus comme seul territoire national hydrogène, nous sommes les seuls, et c'est un système économique qui n'est pas rentable parce qu'actuellement il est porté par les communes, mais nous avons pu acheter, grâce au TFCV, grâce à tout ça, nous avons une station hydrogène qui fonctionne, qui est en service. À Audin-le-Roman, elle aurait dû être malheureusement sur la voie rapide, justement pour un fameux projet qui partait de Longwy, de Villers, on va dire, Braine-l'Alleud, si vous préférez, Pétionville. Malheureusement, avec les recours qu'on a eu aux tribunaux, on n'a pas pu la mettre encore en service. Donc cette station fonctionne, on a des voitures à hydrogène, on a des voitures électriques, mais on a des voitures à hydrogène. Elles fonctionnent, l'intercommunalité les a achetées grâce au TCD, parce qu'une voiture à hydrogène ne s'est pas donnée, tout en sachant qu'aujourd'hui, le jour où nous avons mis Mirabel en place, c'était environ à 13 € le kilo d'hydrogène, qui aujourd'hui, il est à 8 ou 9. Bien sûr, hydrogène verte, c'est pas à croissance, c'est du décarboné, c'est pas du gris, comme on dit. Donc aujourd'hui, on se rend compte qu'à 9 € pardon, le kilo, vous faites environ 150 km. Le record, il est avec 5 kg pour une voiture, vous arrivez à 750 km. 750 km au prix de 50 €, pour arrondir, en sachant que le prix du gasoil, aujourd'hui, sur Paris, il est à 2,50. Faites le calcul, si nous avions pu le mettre en place plus tôt, malheureusement, on en avait parlé avec nos collègues, mais effectivement, ça a un coût, tout ça ne tombe pas non plus tout seul. Donc voilà, ça c'est notre projet Mirabel que nous avons mené sur notre intercommunalité. Un autre projet qui va aussi dans ce sens-là, nous déployons comme tout le monde la Déborne, comme nous sommes aussi une intercommunalité rurale à 23 000 habitants. Donc aujourd'hui, cette année c'est un peu tard, mais l'année prochaine, nous allons équiper
toutes les communes d'une borne électrique, parce que la plupart du temps, ben, c'est les plus grosses collectivités qui sont fournies, hein, c'est normal, ils ont plus de moyens que nous. Et donc, pourquoi cette particularité? On veut impérativement le faire parce qu'on a une solution ZEPAR, zéro émission partagée. Ça, j'ai tout retenu. On a les fameux véhicules électriques d'hydrogène, nous les partageons à la population. Bon, tu as travaillé aussi, tu connais le document aussi. Voilà, donc voilà, et aujourd'hui, nous avons 6 OE, 2 kangous hydrogène, une LIF et 10 bornes de recharge. Donc l'année prochaine, nous allons avoir minimum une trentaine de bornes déployées sur toute l'intercommunalité. Plus ces véhicules que nous mettons à disposition, qui est à un coût. Pourquoi? Parce que pourquoi cette solution? Parce que nous, on part du principe et de l'idée que nos enfants, nos jeunes, la propriété véhicule, c'est plus tellement leur... peut-être que je me trompe, hein, peut-être, mais c'est plus tellement leur motivation. C'est-à-dire que nous en entend bien les placards, on entend bien tout ça, qu'un jeune aujourd'hui, pour réduire ses coûts de transport, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Internet, il dit, bah, moi je veux partager mes frais, et pour moi, je ne sais pas si, moi je ne le ferai peut-être pas, mais les jeunes le font plus. Et donc cette solution a un coût, pour nous administrer, tout à fait dérisoire. Dérisoire, je crois que c'est 4 € de l'heure ou 7 € la demi-journée. Donc pour 7 € la demi-journée, vous n'avez pas besoin d'acheter une voiture si vous n'en avez pas l'utilité tous les jours. Parce que beaucoup ont des voitures au fond du garage et qui s'utilisent occasionnellement. Donc ça, c'est une solution d'autopartage que nous avons mis en place également. Dernièrement, nous augmentons le capital de notre SEM, qui s'appelle la Sodégère, hein, et nous avons demandé, nous avons mis en place un autofinancement, enfin un autofinancement. C'est pas que l'autofinancement, c'est du financement participatif. Je ne sais pas si participatif. C'est-à-dire que, partagez si vous voulez, mais c'est à un certain montant, les habitants peuvent adhérer au projet de développement d'énergie sur notre territoire. Donc on sensibilise par ce biais-là un peu la population, c'est ce que disait mon collègue avant, sensibiliser les personnes, c'est très très important. Et donc on partage exactement son point de vue. Donc ça a été mis en place dernièrement. Et pour reprendre ce qui a été dit un peu avant, sensibiliser, c'est jamais trop tard. Sensibiliser peut-être une personne adulte, ça marche, ça fonctionne encore. Les plus jeunes, mais les plus jeunes. Et nous avons mis en place dernièrement un livret qui est financé par l'Adréal. Nous y avons travaillé, j'ai travaillé dessus, et puis d'autres, nos agents, Mathieu surtout. Donc ça s'appelle Incompréhension, normalement c'est compréhension, énergie, climat, R avec le cœur du pays. Ça consiste en quoi? On parle du réchauffement climatique, de la pollution, tout ce qui a été évoqué plus tôt, avec bien sûr une BD. C'est une BD, hein, malheureusement je n'en ai pas assez, j'ai pas de PowerPoint, j'ai pas mal enfin, c'est très intéressant. Et ça parle aussi de l'empreinte carbone, de la croissance, du puits de carbone, de la révolution industrielle, l'énergie renouvelable, montée des eaux, le CO2, l'énergie fossile, et le gaz à effet de serre, l'énergie verte, et ainsi de suite. Pourquoi ce livre? Parce qu'on a sensibilisé les écoles de notre commune, de notre intercommunalité. Je les ai réunis juste avant la rentrée scolaire, ceux qui ont bien voulu participer, les directeurs et les directrices, bien sûr. Et ben, ça a eu un impact au sujet de ces personnes qui nous ont dit ben, pourquoi ne pas aller plus haut, plus loin. Donc, prochainement, nous allons recevoir le 8 novembre, j'ai la date de l'inspectrice Z qui vient chez nous, on va la recevoir, on lui a envoyé un livre, un livret, pour pouvoir mettre cette petite BD à l'école. Mais pas à l'UT par exemple, parce qu'ils sont. Mais il y a le CM2 et les 6e.
Donc on fournit les livres gratuitement à nos écoles, hein. On les donne, hein. C'est pas quoi les financer. Donc voilà, et c'est bien pour sensibiliser nos enfants sur l'avenir, parce que comme ça a été dit, nos enfants, c'est l'avenir. Et c'est eux, si on ne leur inculque pas aujourd'hui, c'est clair que si on leur sort des chiffres comme nous a sorti Amandine, qui sont très très intéressants pour nous, mais ici par exemple, quelque chose qu'on ne sait pas, mais la qualité de l'air par exemple intérieur, les polluants de l'air intérieur se cachent partout dans l'habitant, il faut le savoir, l'air intérieur est 8 fois plus pollué que l'air extérieur. Toutes des choses comme ça, mais bon, il faut vraiment le savoir. Ben voilà, donc malheureusement, je ne vais pas aller plus loin parce que ce serait trop long le livret. Mais sachez qu'on va le mettre en place avec l'Académie de Gorté-Moselle et également l'Académie de Meuse, parce que comme on a une commune qui est sur notre territoire qui s'appelle Bouligny. Voilà. Et en tout cas, je remercie M. Sicchioni qui n'est plus là chez vous, mais qui a œuvré énormément sur le projet Mirabel. C'est vrai, ça. Voilà. C'est vrai, effectivement, oui. On est une petite pensée pour lui. Bon, on va peut-être passer aux questions. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. Je crois que tout à l'heure, il y en avait quelques-unes. Donc, questions. Je voulais savoir, à la dame de France Rénov, là, vous êtes tout seul pour les 63 000 habitants? Oui. Bonsoir, merci de votre question. Effectivement, France Rénov, les conseillers France Rénov s'appelaient avant conseiller Fer. Et on était conseiller Info Énergie donc depuis 2001. Et j'ai été conseillère Info Énergie, où je faisais d'ailleurs une permanence au sein de l'UT de 2012 à 2017. Et j'étais toute seule pour tout le PIO, donc de Briey à Issy et de Villerue à Languillon. Et maintenant, on est 5, en sachant que le comité de liaison des énergies renouvelables, Claire à Paris, avait évalué un conseiller pour 50 000 habitants. J'ai eu affaire au service, mais ça me fait faire, effectivement. Et les personnes venaient de la région de Toul, je crois. Voilà, le poste avait disparu parce qu'il était plus porté par l'agence d'urbanisme et la collectivité avait demandé à mes collègues de Toul d'assurer sur permanence des permanences au sein de l'agglomération. Et ils venaient quand il y avait des rendez-vous, mais c'est vrai que le service n'était peut-être pas suffisamment connu. Oui, c'est ça. Là, en interne, depuis un an, ça va, j'ai bien des gens qui viennent me voir. J'avais une autre réflexion sur les artisans RGE. Et vous avez l'air de... Alors, ce qui se passe, c'est que artisans RGE ou pas, sur notre territoire, on a un gros manque d'artisans. D'ailleurs, là, j'aurais dû le dire tout à l'heure, c'est vrai que je voyais leur tourner, je savais que j'étais un peu limitée. Je ne l'ai pas dit, il y avait plus d'étudiants que maintenant, mais c'est vrai qu'au niveau des artisans, on déplore, j'ai des listes d'artisans reconnus garants de l'environnement qui se retrouvent sur le site de France Rénov', mais j'élargis de plus en plus, je ne suis plus que autour de Longwy, etc. Je vais parfois pour certains travaux voir jusque dans la Meuse ou en Moselle, et bien sûr le Pays de Briey, parce que je n'ai pas suffisamment d'artisans pour certains postes de travaux. Non, ce que je voulais dire, c'est que RGE, avoir le label RGE, ça ne veut pas dire que ce sont des artisans compétents. Vous m'excuserez, j'ai fait faire des plafonds bas, un plancher bas, et je me suis aperçu que le gars, je suis en train de refaire tous les joints entre les plaques qui m'a mis. Oui, alors moi j'ai plancher bas, j'ai des choses... Il y a des DTU qui existent, et je me demande même si les gars sont au courant qu'il y a des documents techniques pour la pose des matériaux.
Moi, je veux bien, RGE. On a Mais tout maintenant, c'est pas vous qui sélectionnez. Mais nous, si on peut. Nous, si vous avez un litige ou quoi que ce soit, l'artisan, il a une décennale. 2, si vous n'êtes pas content, ou si. Enfin, alors, c'est sûr que si vous remarquez ça après, mais avant de lui donner le solde de la facture, vous pouvez faire une injonction. Vous pouvez venir me voir. Moi, j'ai des adresses email. Et on peut solliciter Calibat qui peut, là j'ai un chantier justement, Calibat va venir parce que le monsieur sur l'isolation thermique par l'extérieur ne lui convient pas. On a vu qu'il n'y avait même pas de rail de départ, donc voilà, c'est pas possible. Donc voilà, il y a des choses qui peuvent être faites, mais c'est sûr avant la fin du chantier. Alors après, il y a quand même la décennale qui vous permet quand même de réagir s'il y a des choses qui ne sont pas conformes. Oui, mais moi, j'ai toujours essayé de faire des économies d'énergie depuis longtemps. Oui. Quand je me suis marié il y a quelques années, j'étais dans un logement, j'ai même fait, à mes frais, j'étais locataire, j'ai fait mettre des doubles fenêtres, parce que j'estimais que les fenêtres, le propriétaire ne voulait rien faire. Moi, j'ai trouvé une combine pour faire mettre des fenêtres doubles. Et j'ai appris... je me suis intéressé, et à un moment à Longwy, je parle de Longwy, ils avaient fait venir des intervenants et pour faire des balades thermiques, pour voir les déperditions. C'est là que je me suis dit, tiens, je vais essayer d'avoir une caméra thermique, je crois que faire m'en avait prêté. Et j'ai fait faire un bilan thermique par... je vais faire venir un gars qui est venu faire un bilan thermique chez moi. Il m'a dit, ça va faire. Et il me dit, il faut prendre pour avoir effectivement les primes, il faut avoir des artisans RGE. Et moi, je suis un petit peu naïf, je me dis, RGE, je fais confiance totale aux gars. Et c'est après qu'on s'aperçoit qu'il y a des bandits aussi. Le mot est peut-être fort, mais... RGE, il faut savoir effectivement que c'est un peu le cercle vicieux. Pour avoir les aides, il faut que ce soit MaPrimeRénov' ou les certificats d'économie d'énergie, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut effectivement avoir un artisan reconnu garant de l'environnement. Nous, on est, en tant que conseiller France Rénov', ex-conseiller Info-Énergie, on a toujours, moi j'ai organisé des salons avec des artisans, j'ai fait ici, à l'IUT, j'avais fait des brunchs entre midi et 2 pour accueillir on parlait des devis, on parlait des aides financières, on avait des thématiques spécifiques. Et les artisans venaient entre deux chantiers autour d'un petit brunch ils repartaient bien sûr avec des choses qui leur étaient utiles, enfin j'espère, de toute façon ils revenaient, donc oui. Et on marche vraiment la main dans la main avec les artisans, mais récemment j'ai envoyé un email à une société en lui disant non, moi je suis pas d'accord avec tel devis, j'ai eu des retours négatifs. Alors j'ai réussi à faire à ranger un des chantiers, mais il y en a 2, non, j'ai pas réussi à ce que... Enfin, je l'ai enlevé de mes listes, même s'il est RGE, même s'il est sur le territoire, je lui ai dit en connaissance de cause, je ne l'ai pas mis un défaut, je lui ai dit non, moi je ne suis pas d'accord avec votre activité, avec ce que vous faites actuellement, vous baissez en qualité, moi alors, les gens qui, par bouche à oreille ou en regardant sur le site de France Rénov', ils vont trouver cet artisan. Ils y vont, c'est bien. Après, voilà, moi je... Merci pour ce retour d'expérience. Peut-être une autre question, je ne sais pas. Non? Pas de questions? Trop de questions? Trop de questions, tu as la question. Donc, s'il n'y a plus de questions, voilà. On va peut-être s'arrêter là. Bon, écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée. Je crois que notre directeur a voulu sortir quand même quelques